pouvez rentrer. Donc je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements nos 5 speakers. Merci beaucoup à eux. Donc, pour vous présenter rapidement nos speakers, je vais passer en revue leur présentation rapide, sachant qu'avant, je voudrais que vous partagiez aussi toutes les photos que vous avez sur les différents sites réseaux sociaux que nous utilisons, qui sont surtout LinkedIn, mais aussi X, Instagram, Facebook et tout ce que je n'ai pas cité que vous utilisez. Donc pour accueillir en premier, je voudrais vous présenter Alexandre Fauvet, qui est l'ex-CEO de Fusalp. Donc Alexandre, c'est l'élégance et le sport. Donc Alexandre a été champion de tennis à l'âge de 16 ans, il est en équipe de France, félicitations. Et également, il a travaillé à l'international en commençant dans une ambassade en Corée. Et puis, il a été repéré par l'équipe Lacoste, qui l'a mis petit à petit aux commandes de Lacoste. Donc, tu as été vice-président de Lacoste, en charge de l'internationalisation notamment. Et en 2015, une nouvelle aventure s'ouvrait à toi, avec Fusalp. Fusalp, qui connaît Fusalp dans la salle? Vous pouvez lever la main. Ah oui. Qui a déjà porté une doudoune ou un vêtement Fusalp? Ah, félicitations. Donc, on a une audience très avertie. Je vous présente aussi Axel Dochez. Donc, Axel Dochez, vous écoutez ses œuvres, puisque Axel était le fondateur de Deezer. Deezer, une belle plateforme française et internationale maintenant. Axel est quelqu'un qui a à la fois l'expérience de l'entrepreneuriat, des agences et de la communication. Il a été aussi à l'origine chez Publicis de Vivatech, un très beau salon qu'on connaît qui sera cette année au mois de juin, non au mois de mai d'ailleurs, mais... Et Axel n'a pas voulu arrêter là sa mission entrepreneuriale et visionnaire. Il a créé une plateforme dont il va nous parler, nous expliquer ce que c'est tout à l'heure, qui s'appelle Make.org. Est-ce que vous connaissez Make.org? Levez la main. Bon, ben, très bien. Donc, c'était bien de venir, Axel, pour faire connaître. Un petit peu moins connu, mais il y a une marge de progression. Donc, je passe à Delphine. Delphine, merci d'avoir fait un super look orange pour la marque bleue Michelin. Donc, Michelin est une marque internationale et tellement reconnue. Le Bibendum est super apprécié, c'est vraiment un icône. Et Michelin, donc, tu as rejoint Michelin à peu près 7 ans. Et tu es maintenant à la tête du B2C leader sur la transformation digitale et l'innovation. Mais auparavant, tu as beaucoup œuvré dans l'industrie du tourisme, notamment chez Pierre et Vacances, chez Accor. Et ton secret à partager simplement avec quelques personnes dans la salle, c'est que tu es une championne de badminton. Donc on a des sportifs. À Grenoble, on a aussi un sportif qui passe ses week-ends dans les montagnes quand il n'est pas dans son laboratoire de recherche ou à parler sur des conférences à l'international. Donc il s'agit du docteur Laurent Hérault, qui est dans un milieu beaucoup plus médical et dans la recherche deep tech. C'est un petit peu le concurrent de Elon Musk, mais tu as 5 ans d'avance sur lui. Et je suis ravie que tu plonges dans le bain du marketing, de la communication et du digital ici chez nous. Merci beaucoup d'avoir fait la route depuis Grenoble et d'avoir renoncé à d'autres conférences justement au Japon pour venir ici avec nous. Tu vas nous partager les dernières avancées sur la connexion cerveau-ordinateur et je t'en remercie. Laurent Eskenazi. Laurent est donc un marketeur depuis une quinzaine d'années, essentiellement dans la data. Et on a besoin, parce que ce n'est pas toujours un sujet facile, c'est un sujet qui évolue vite. Est-ce que vous voyez bien, Laurent? Parce que je vais déplacer mon pupitre, si je peux. Moi aussi, je m'adapte, mais il ne faut pas que je tombe. Donc, Laurent,
tu es chez BPCE Financement. Et toi, et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, créé de la data, ta principale source d'inspiration et d'action dans le marketing. Et notamment, tu es un des premiers à avoir utilisé l'IA prédictive et générative dans le marketing. Donc, merci beaucoup d'être ici. On va commencer par une petite rétrospective sur le contexte et qu'est-ce qui se passe actuellement, mais bien sûr, c'est pas exhaustif. Sur les innovations, donc comme je vous disais, bien sûr on a ChatGPT, mais et tous ces articles et tous ces ouvrages montrent que c'est notre quotidien, ou en tout cas il va changer notre façon de travailler. C'est une vraie révolution aussi forte que la révolution industrielle, et il y a plusieurs acteurs français, mais on a aussi tout ce qui est réalité augmentée, et d'ailleurs Alexandre nous en parlera tout à l'heure. Vous pouvez reconnaître ici le casque Visio Pro de Apple, donc il y en a d'autres, hein, ce n'est pas la peine de leur faire de la publicité, ils n'ont pas besoin de nous. Mais du coup, ce que je voulais savoir, c'est vous qui êtes des marketeurs et de la relation client et actuelle ou en devenir, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez utiliser un casque de réalité augmentée dans votre quotidien, dans le marketing, sur vos actions? Levez la main si vous êtes pour. Ouais, c'est pas la masse quand même, hein. Je dénombre à peu près 5 personnes. Levez la main si vous êtes contre. À peu près équivalent, donc finalement, il y a beaucoup de gens à convaincre, peut-être une de plus, 6. Il y a beaucoup de gens à convaincre, ou en tout cas en attente d'informations, on verra ça tout à l'heure. Donc bien sûr, la reconnaissance d'image, et Delphine va nous en parler, et notamment ça a un pouvoir transformant dans le shopping. Et puis les super apps qui sont vraiment notre partenaire. Et ça, les Français sont pas tellement au courant de ce qui se passe, notamment en Asie. Parce que ça, c'est vraiment le compagnon de vie, et c'est beaucoup plus que uniquement du shopping et la relation client. C'est aussi tous les dossiers médicaux et toutes les informations pour vivre, tout simplement, et qui deviennent indispensables, même si on sait qu'on pourra bientôt payer avec la paume de main. Alexandre, est-ce que c'est toi qui as travaillé cette image? Non, ça aurait pu. Ou est-ce que c'est Delphine avec... ça te rappelle quelque chose? Oui, le bibendum Michelin. Non, c'est là aussi où on voit une petite alerte sur l'intelligence artificielle des images qui arrivent, mais qui peuvent vraiment manipuler l'opinion, et on en parlera tout à l'heure avec Axel, parce que l'éthique est important et c'est quelque chose auquel on doit tous faire attention, de bien corriger ce qui doit être fait. Donc plus que 2 minutes pour vous présenter simplement cette petite innovation. Donc tu n'es pas venu avec ton implant cérébral aujourd'hui, Laurent, mais tu nous feras une petite vidéo tout à l'heure. Alexandre, est-ce que tu peux prendre ton micro? Je vais te passer la parole. Merci. Donc qu'est-ce qu'il en est, Alexandre, sur ton expérience FUSALP? Comment vous avez quelles sont les questions que vous êtes posées et comment vous en êtes arrivé à développer différentes applications dans les magasins? Écoute, déjà, merci Cécile, merci de ton invitation. La première réflexion que j'ai, c'est qu'il y a 10 ans, on aurait pu poser la question de savoir qui connaissait FUSALP dans la salle, et il n'y aurait eu quasiment aucune main se levant, à part les cinquantenaires et les quinquas et plus. Mais donc je suis ravi que de ce point de vue-là, on ait réussi à engager de nouveau des clients, et c'est un chemin. Moi, je suis obsédé. J'ai l'obsession du client. Et l'une des premières activités, premières démarches qu'on a eues, ça a été évidemment de se projeter et de se mettre au contact du client. Et on le disait tout à l'heure, en fait, on a fait quelque chose d'assez déraisonnable, que je ne conseillerais pas forcément à tous. Mais il faut savoir que quand nous avons repris FUSALP, c'était une boîte qui était 100% wholesale. La première collection, on la reçoit dans les cartons en septembre 2015, et on ouvre notre première boutique le 8 octobre 2015. Et en plus, on ne l'ouvre pas dans les montagnes, on l'ouvre pas très loin d'ici, dans le Marais. Et j'étais là. Et tu étais là, en effet, bravo, bravo. Et l'idée, ici, c'était évidemment de comprendre nos futurs clients,
de mettre en place cette relation. Et je dis toujours que le commerce, en fait, c'est une rencontre. Et n'oublions pas, alors tu l'as dit, on est aussi, certains d'entre nous, sportifs. Et quand on est sportif, on a tendance à se projeter. Et je crois que le point commun de nous tous, en fait, c'est l'innovation. Et ça, c'est un point que je veux soulever ici. C'est que, alors oui, effectivement, là, vous voyez à l'écran, en fait, la première cabine d'essayage en réalité augmentée en Europe. D'accord ? Mais attention à ne pas être toujours pris par nos envies. Je pense que la première des démarches, et c'est ce qu'on a eu en fait avec Fusalp, ça a été de comprendre véritablement les besoins de consommateurs. Les besoins des consommateurs. Et par exemple, ici, c'est pour l'ouverture de notre flagship parisien avenue Georges V, en octobre dernier. Et on a eu des réflexions en amont, et les réflexions en amont portaient sur, à l'époque, métaverse. Et puis on avait cette réflexion en se disant, mais qu'est-ce que ça va véritablement apporter à nos clients dans nos boutiques ? Et ça, je pense que c'est quand même véritablement le point de départ. On reste des êtres vivants en chair et en os. Et ça a l'air peut-être idiot ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est très très important de rester là où nous sommes avec une priorité absolue qui est quoi ? Qui est finalement l'émotion et ce qu'on va ensuite pouvoir apporter. Donc ici, en résumé, moi je ne sais pas pour vous, mais la cabine d'essayage, c'est quelque chose pour moi d'oppressant, c'est un moment difficile. Je me souviens, alors tu l'as dit, j'ai passé pas mal de temps chez Lacoste, une quinzaine d'années chez Lacoste, et avec mon architecte, on imaginait et on validait les plans des boutiques. À l'époque, il y avait 800 boutiques à travers le monde. Et en fait, la dernière chose qu'on posait sur la feuille de papier, c'était quoi ? C'était la cabine d'essayage. La cabine d'essayage qu'on essayait toujours de planquer à côté des toilettes au fond du couloir. Et il y a plusieurs années, on ouvre nos premières boutiques en Chine. Et là, je dis à mon architecte, c'était toujours le même d'ailleurs, et je dis à mon architecte, tu sais ce qu'on va faire ? On va commencer par les cabines d'essayage. Parce qu'en fait, et je pense qu'en Chine aussi, ils ont un temps d'avance, à vrai dire. Et les Asiatiques, de façon générale, ont un temps d'avance, je pense, sur nous. Je confirme. Et donc, en fait, ce ne sont pas des fitting rooms, ce sont des fitting lounges. Et c'est un lieu extraordinairement important, puisqu'en fait, c'est le lieu de décision, de prise de décision. Et là, on a décidé de tripler, quadrupler l'espace du fitting room pour que ça devienne un espace agréable, avec les assises qu'il faut. Et le concept, c'était un concept immersif, tout simplement. Si je reviens à cette histoire ici, et je sais que le temps passe vite, donc cette histoire de cabine d'essayage en réalité augmentée, l'idée que je trouve assez magique, c'est d'essayer sans essayer. Donc ici, en fait, vous avez, je ne sais pas si tu veux passer peut-être la petite vidéo. Tu me donnes ton go et je la passe. Vas-y, passe la petite vidéo, comme ça on va peut-être comprendre. Voilà. Donc vous avez un écran, et vous voyez l'iPad sur la droite. Et donc ici, sur l'iPad, vous avez les différents produits que vous voulez éventuellement essayer. Voilà, donc là, voilà, vous avez des tenues qui sont, en fait, vous avez l'impression qu'elles ont été essayées. En fait, elles ne sont pas essayées. Elles sont essayées virtuellement, si je puis dire. Et donc, évidemment, ça permet de pouvoir essayer plusieurs produits, des couleurs, etc. Et l'étape d'après, qui n'est pas ici, l'étape d'après, c'est une véritable immersion. C'est-à-dire que l'une des problématiques qu'on peut avoir, c'est que on vend beaucoup de vêtements de ski encore, on vend des vêtements urbains, mais aussi beaucoup de vêtements de ski. Et on s'est aperçu d'une chose, qui est une chose assez finalement banale, c'est qu'en fait, on ne vend pas de couleurs quand on est à Paris. Quand on est à Courchevel, à Val d'Isère, ou quand on s'appelle Delphine, on vend de la couleur. On peut vendre de la couleur. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, on ne se met pas dans le contexte qui sera celui dans lequel on portera les vêtements. Et donc, en fait, la génération d'après, c'est justement de faire en sorte qu'on s'immerse
complètement dans un environnement. Si on achète un vêtement pour la montagne, eh bien on se retrouve dans un environnement de montagne. Si c'est pour un porté urbain de tous les jours, eh bien à ce moment-là, on se retrouve à Paris, à New York ou ailleurs. Et est-ce qu'on a une sensation de l'air frais qu'on a quand on descend une piste à fond et qu'on est avec son doudoune plus alpe et que le vent sous le casque, bien sûr, qu'il faut garder? C'est une très bonne question. Ça, alors, existe puisqu'en fait, il y a des chambres froides qui ont été développées par des marques concurrentes. On n'a pas souhaité le faire pour des raisons écologiques, d'impact, tout simplement. D'accord, d'empreinte carbone. Je te remercie beaucoup, Alexandre, c'est très intéressant. Et tu nous donneras tes conseils, mais on a déjà noté ce conseil primordial sur l'expérience client, c'est d'avoir un lounge, parce que c'est là où la prise de décision se fait. Et ça, c'est un très bon learning. Je te remercie. Si je peux conclure, si je peux conclure. Quand, et on est tous, évidemment, on est tous entrés dans des boutiques avec des expériences plus ou moins bonnes. Il y a 3 moments. Et je pense qu'il faut qu'on se concentre là-dessus. Il y a 3 moments qui sont des moments clés, qui sont des moments parfois douloureux, pénibles même. C'est quoi? C'est j'entre dans la boutique. C'est quoi l'accueil? Et souvent, il n'y a pas d'accueil. Il n'y a même pas un regard, il n'y a pas un sourire. Il y a un client un vendeur sur un téléphone, derrière une caisse. C'est compliqué. C'est compliqué. Le deuxième, on l'a dit, c'est la cabine d'essayage. Et troisième, c'est quoi? Le paiement? C'est le passage en caisse. Donc la consigne que je donnais en fait à mon personnel de vente, c'était de faire oublier la transaction à nos clients. Faire oublier la transaction à nos clients. Et comment tu leur faisais ça? Tu le gardes pour tout à l'heure, pour les conseils, à la fin. Ok. Je passe la parole à Delphine. Delphine, donc, tu es donc chez Michelin. Quelle est ton expérience? Peut-être qu'on peut passer déjà sur l'utilisation d'IA, une petite vidéo pour lancer ou... Attends. Tu me dis. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous et j'espère donner des couleurs à l'intelligence artificielle puisque ma tenue est beaucoup commentée. L'intelligence artificielle, vous vous en doutez, est utilisée chez Michelin dans énormément d'activités et de services, dans la recherche et développement, bien sûr, dans les usines pour les contrôles qualité sur les pneus, par exemple. Mais évidemment, ici, je vais vous parler surtout de l'usage de l'intelligence artificielle au service du marketing et de la communication. Donc, le premier sujet, c'est l'IA au service de la création. Et donc, je vous propose de visionner un premier film réalisé par Michelin. Et je vais vous expliquer comment il a été conçu. All your electric vehicle needs is Michelin tires. Already trusted for control. Already trusted for energy saving. Already trusted for silence. Already trusted for longevity. That's why all our tires are EV ready. Ça donne la pêche? Ouais, donc c'est une chouette campagne qui explique donc que tous nos pneus sont adaptés aux véhicules électriques. Et elle a été conçue avec un outil qui s'appelle Unreal Engine. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui est utilisé dans les jeux vidéo. Et quelle est la force de cet outil et de cette campagne? C'est qu'on n'a pas eu besoin de shooter et de filmer pour réaliser cette campagne. C'est une campagne qui a été réalisée à partir d'images et l'outil permet de donner vie au mouvement et permet de gagner énormément de temps dans la création. Donc, on a divisé par 3 le temps de création en utilisant l'IA générative pour de la vidéo. Est-ce que c'est pour cette campagne que tu as été récompensée et que tu as eu des awards? Alors non, elle vient tout juste de sortir. On a eu des awards sur les sites internet. D'accord. Sur des outils de lead generation ou sur de la personnalisation. Mais là, voilà, c'est un exemple d'outils qui permettent d'accélérer et d'aller plus vite. Le rôle de l'humain est néanmoins clé pour la création, pour alimenter l'IA avec une direction créative, avec des décors, avec des véhicules. Mais voilà, c'est une façon d'aller plus loin et de proposer de nouvelles choses et d'être plus économique. Deuxième sujet, c'est un outil interne qui s'appelle l'Insight Bar. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui regroupe l'ensemble des études marketing Michelin, des études qu'on récupère sur le marché.
Et qu'est-ce qu'on fait? On peut l'interroger. On lui pose une question. Quelles sont les tendances de 2024? Comment recherche-t-on des pneus en Italie? Et donc, il y a un prompt, il y a une réponse qui est automatiquement générée et on a accès direct aux études qui ont permis de générer la réponse qui a été donnée par l'intelligence. Donc ça fait gagner énormément de temps aux équipes d'accéder à des réponses synthétiques. Et puis, il y a une classification aussi sémantique qui est générée. Et donc ça, c'est un outil très puissant pour l'interne. Donc tout ça avec l'IA également. Grâce à l'IA, exactement. Troisième sujet, c'est l'IA au service du consommateur, cette fois. Donc, le premier sujet, c'est comment est-ce que la reconnaissance visuelle va aider le consommateur à chercher des pneus. Aujourd'hui, vous cherchez en saisissant votre véhicule, votre plaque d'immatriculation, la dimension de vos pneus. Là, un nouveau mode de recherche qui est utilisé par l'IA de reconnaissance visuelle, qui est une technologie développée par Michelin. On la met au service de nos distributeurs, comme d'Euromaster. Et donc, c'est un peu le Shazam du pneu. Vous photographiez votre pneu, et on vous propose le pneu qui correspond à votre véhicule. Donc ça, c'est une grande force. Et un deuxième sujet, c'est le chatbot avec de l'IA générative. Donc on est en test sur le UK depuis le mois de décembre. On a alimenté le bot avec toute la connaissance de Michelin et on vous aide et on vous assiste de façon personnalisée à chercher votre pneu en utilisant les chatbots. Il faut savoir que les chats sont en croissance de 30% par rapport à l'année dernière. Donc on voit que c'est une tendance complètement émergente, qu'il y a de plus en plus de recherches conversationnelles et on pense que c'est l'avenir. Et donc on va y aller fermement. Et dans toutes ces applications de l'IA qui sont passionnantes, donc aussi bien visuelles que sur la conversationnelle et également sur la création, vous avez remplacé des postes humains par l'IA ou vous avez accéléré ou augmenté la puissance? On a créé des postes sur l'IA. D'accord. Dans un premier temps. Sans remplacer, ce qui est intéressant. Non, là, vous voyez, c'est des nouveaux services. Enfin, les chatbots et la personnalisation. Alors, évidemment, on n'en est qu'au début, mais c'est très prometteur. Et oui, il y a de l'efficience d'un certain côté à gagner, mais de l'autre, il y a aussi beaucoup de portes à ouvrir et on les ouvre. Les unes après les autres. Merci beaucoup Delphine. Alors un témoignage de marketeur aussi au sein de la data. Laurent, qu'est-ce que vous faites chez BPCE? Peut-être des choses moins spectaculaires visuellement, mais on sait ce que c'est, mais la data c'est tellement important. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, on va rentrer dans le monde un peu plus austère de la banque, mais qui a des enjeux relationnels, notamment avec le client, qui est quand même très important. Et alors en fait, nous, on va être plutôt d'abord dans le premier cas d'usage que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui va plutôt être effectivement, comme tu le dis Cécile, beaucoup moins visuel, parce qu'on va être sur des problématiques d'IA prédictive. En fait, on a, chez BPCE Financement, opéré une vraie révolution il y a à peu près 2-3 ans sur la gestion de notre marketing relationnel, en exploitant l'IA et plus précisément l'IA prédictive. En fait, en gros, on est parti d'un constat assez simple que je pense que dans la salle, vous avez tous fait en tant que marketeur, c'est que on est très créatif, on crée plein de nouvelles campagnes et quand on a plein de clients et plein de nouvelles campagnes, toutes les règles de gestion, de priorisation entre ces campagnes, elles deviennent par définition très complexes à opérer. Donc ça, c'est le premier constat. À définir, à opérer, et surtout, ça c'est le deuxième constat, la plupart du temps elles sont fausses, en tout cas pour une bonne partie des clients. Le meilleur exemple pour vous illustrer mes propos, c'est le fameux A/B testing qu'on nous vante depuis des années. En fait, l'A/B testing, on vous dit quoi? On va tester A, on va tester B, si à 60 ou 70% A marche, c'est A pour tout le monde. Tant pis pour les 30% qui préfèrent B. Donc là, on est quand même dans une logique, on va dire, de marketing de compromis, et c'est pas forcément satisfaisant d'un point de vue global pour nos clients et pour la performance marketing. Et c'est dans ce contexte-là que l'IA, elle est fascinante et très
très importante et même très révolutionnaire, parce qu'elle a cette capacité, avec cette puissance calcul qui est quand même très largement supérieure à celle des humains, d'analyser chacun de nos clients et d'en définir on va dire la singularité, et de plus avoir en fait cette logique de compromis comme on le fait, et en gros mettre A à qui veut A et B à qui veut B. Et en fait c'est ce qu'on a opéré donc il y a à peu près 2-3 ans, comme je vous le disais, en mettant en place un véritable moteur d'orchestration de nos contacts marketing relationnels, donc en multicanal, SMS, email, appels sortants. Donc les canaux qu'on utilise assez régulièrement, enfin tout le temps. Et ce moteur, comme vous le voyez à l'écran, alors c'est peut-être un peu petit, je vais vous le décrire, il est au centre, on va dire, de notre stratégie marketing. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment être dans une combinaison des intelligences, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, puisque classiquement, ce moteur va être enrichi, en tout cas va s'alimenter de toutes nos données clients. Donc les données clients, les données d'utilisation, les données, on va dire, de comportement de nos clients. Et dans la banque, vous en avez énormément. Et dans la banque, comme tu le précises, on a la chance effectivement d'en avoir beaucoup. Je le précise avec le consentement du client, bien évidemment. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Là-dessus, on fait très attention sur cette partie-là. Et en tout cas, sur les clients consentis, on va avoir effectivement toute cette partie de données. Et les marketeurs vont, comment dire, définir les différentes stratégies. Donc, les différents types de campagnes, avec les éligibilités, les règles de pression commerciale, les règles, on va dire, de capping budgétaire. Et il va y avoir à côté de ça donc cette espèce de grand catalogue de règles et d'opportunités de contact. Et le moteur d'intelligence artificielle va tourner tous les jours. Et pour chaque client, il va évaluer la meilleure campagne à lui envoyer. Et ça peut être rien du tout, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les jours, il va effectivement réfléchir, voir effectivement quels sont les comportements de nos clients et décider, pour tel client, il faut lui proposer telle campagne sur telle offre et sur tel canal, alors que celui-ci, qui pourtant fait partie du même segment, c'est plutôt dans 3 jours, dans une semaine ou rien du tout. Et on a effectivement cette orchestration quotidienne qui fait qu'au final, chaque client a son propre plan de contact. Donc on a à proprement parler plus de campagnes marketing qui partent toutes le même jour. On a des opportunités de contact au fil de l'eau. Et c'est l'IA, avec nos règles bien évidemment à nous, qui vont effectivement décider, on va dire, de ce plan de contact très, pour le coup, personnalisé. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée qu'on a à peu près amorcé il y a 3 ans. Et donc, avec succès, parce que vous voyez un chiffre, on a quand même réussi, en mettant en place cette solution, gagner 30% de perf, c'est-à-dire qu'en fait le chiffre d'affaires, le PNB comme on dit dans l'univers bancaire, qui est généré par le marketing a cru de 30% avec la mise en place de cette IA, donc c'est un vrai succès. Et là maintenant, je terminerai là-dessus, c'est le deuxième cas d'usage, on s'attaque avec l'IA générative depuis fin 2023, j'ai envie de dire au deuxième étage de la fusée de l'hyper-personnalisation après le plan de contact personnalisé, c'est le contenu. Forcément, une fois qu'on a le plan de contact personnalisé, maintenant il faut s'attaquer à des contenus personnalisés. Et là, on est persuadé que l'IA générative peut jouer quelque chose, on va dire, d'assez fabuleux, notamment dans la personnalisation à l'échelle. Donc là, on a fait quelques petites... alors c'est moins spectaculaire que ce que vous a montré Delphine, mais ça reste, on va dire, des choses assez intéressantes qu'on a pu générer au niveau de l'IA générative. Notamment, c'est pour ça que je l'appelle un vrai compagnon de la création de contenu. C'est qu'en fait, on a créé des contenus à partir de nos moteurs d'IA générative. Alors, on les a pas sortis, on les a pas envoyés tels quels, on les a après repassés sous une moulinette humaine, mais ça nous a permis de gagner, en créativité, et 2, effectivement en productivité, puisqu'on a à peu près gagné 30% de productivité, plus des performances, notamment sur les taux d'ouverture de nos emails, qui étaient quand même assez plus importantes, avec on va dire des objets inspirés par l'IA générative. Donc c'est très prometteur. Et c'est notre stratégie chez BPCE Financement d'exploiter l'IA pour un marketing relationnel le plus personnalisé possible. Avec le bon fuel de la data, donc, et la bonne utilisation de l'IA prédictive et générative. Merci beaucoup. Axel, donc on passe sur un sujet un petit peu différent, mais on utilise aussi l'information. Donc, tu peux nous expliquer ce que vous faites sur cette plateforme mec.org ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en fait, d'abord, pour savoir qui on est, nous, on a développé depuis 8 ans des outils de collaboration à très large échelle.
on est capable de faire collaborer 10 millions de personnes avec des parties prenantes pour concevoir des projets sur lesquels tout le monde est aligné. Donc on bosse pour des pouvoirs publics, hein, pour l'ONU, les institutions européennes, gouvernements américains, français, allemands, des villes, des régions, et aussi pour des entreprises, hein, pour Crédit Agricole. On fait travailler les collaborateurs et les clients sur la construction du projet d'entreprise, ou Orange, la roadmap clients et services d'Orange France, qui a été faite avec 18 millions de clients et 50 000 collaborateurs. Ça, c'est notre métier jusqu'à décembre 2022. Donc de l'intelligence collective, si tu parles de la roadmap d'Orange. Exactement, de l'intelligence collective, mais à très large échelle. C'est un peu ça notre spécificité. L'IA générative change tout. Alors d'abord, comme vous le comprenez, on est d'abord une boîte qui s'est construite sur le bénéfice sociétal du rapport à la démocratie. Et là, l'IA a deux impacts négatifs très violent. Le premier, on va le vivre toute cette année, c'est l'impact sur la réalité des résultats des élections. Les élections européennes vont être des élections les plus manipulées de l'histoire des élections parce qu'elles combinent une situation de guerre informationnelle de très haute intensité qu'on n'a jamais connue, hein, notamment de la Russie et de la Chine, en plus des technologies IA qui changent radicalement la capacité de nuire et de délégitimer une élection. Donc là, c'est le côté noir de l'IA, en fait. Extrêmement noir, extrêmement court terme. Pas forcément dans le marketing, d'ailleurs. Non, je ferai le pont dans 2 secondes. Un deuxième volet, c'est que l'IA a ses propres biais. Tout le monde sait que ChatGPT a une opinion politique, mais au-delà de ça, ils ont des biais de représentation. Quand ils font une synthèse de gros documents, quelle part ils donnent à des idées minoritaires, bref, il y a plein de questions qui se passent. Et là nous, on bosse avec le CNRS, Sciences Po, Harvard et Stanford à définir et à construire et à habituer des IA qui sont compatibles avec un usage démocratique, c'est-à-dire qui sont débiaisés. Mais le vrai sujet, c'est le côté positif. C'est comment l'IA est un facteur de réintermédiation. Et on a plusieurs projets en parallèle. Le premier dont je vais vous parler, qui ressemble un petit peu à ton premier projet, c'est consiste comment est-ce qu'on réintermédie le lien entre un citoyen et une assemblée. Donc là, on travaille pour l'Assemblée nationale, le Bundestag, le Parlement européen. Là, en l'occurrence, c'est le CESE. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des dizaines d'heures de débats au CESE sur ce qu'on appelait l'année dernière la Convention citoyenne fin de vie. Donc ils ont parlé de plein de choses. Le projet de loi maintenant arrive au Parlement. Et en fait, on les a transcrits, on a fait travailler l'IA dessus, et on a créé une interface grand public qui permet de tout changer. Donc quand on arrive, on peut se poser la question de quoi on parle depuis 10 minutes. On a parlé de l'environnement. Alors là, je fais un cas plutôt Assemblée nationale. Et sur le glyphosate, qui est pour, qui est contre, qui a changé d'avis. Et ça change absolument radicalement le lien entre un citoyen individuel qui est intéressé par le glyphosate, qui n'est pas un expert et qui a juste 5 minutes dans sa tête, et un contenu d'une complexité inouïe, hyper codé, où il faut attendre, faut suivre des heures de débat pour comprendre quelque chose. Donc ça, c'est la vraie révolution d'IA. C'est quoi l'impact sur autre chose que les assemblées? La réalité, c'est qu'il y a à peu près 500 millions de sites internet dans le monde. Dans 10 ans, ils seront tous différents. Tous les sites internet qu'on connaît sont la duplication d'une invention qui a maintenant 30 ans, qui est le lien hypertexte et des pages normalisées. C'est ça, le web. L'aspect conversationnel fait que la totalité des sites vont changer. Et donc là, on expérimente une chose que je vais montrer dans 2 secondes. Tu peux y aller. C'est juste, on a pris un site de ville. Là, c'est Laval, on aurait pu en prendre un autre. On prend le site de ville. En 5 minutes, on scrape toutes les informations du site et on crée une interface qui ressemble à celle que je vous ai montrée sur le CESE. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, vous avez un barre de recherche qui vous dit c'est quoi les horaires de la piscine, et si je viens en famille, il y a des moments particuliers. Et donc, premier impact, sans refaire votre site, en 2 secondes, vous le rendez conversationnel. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez répondu aux horaires de la piscine, comment l'IA commence à engager une conversation. Le gars, il est venu pour les horaires de la piscine, mais c'est le début d'une histoire. Et là, il y a absolument tout à inventer. Et enfin, si le site de Laval, il y a 10 000 personnes qui viennent, on sait ce que les gens viennent chercher. Et on peut construire des landing pages qui vont avoir leur propre SEO et qui vont créer leur propre empreinte digitale par la connaissance qu'on a de ce que les gens viennent chercher. C'est une révolution complète de la totalité du digital en rentrant par une petite porte qui est celle de l'accès à l'information. Et le but, c'est de transformer un site informationnel en un site conversationnel. Et la technologie derrière ? Comment les gens dans la salle qui sont là, et tu fais rêver parce qu'ils se disent voilà, moi je me projette, je rentre à mon bureau et il va falloir que mon site soit plus conversationnel. Donc comment font-ils ?
Bah là, aujourd'hui, c'est un peu le sujet de plein de boîtes. On n'est pas les seuls à faire ça. Il y a des technologies qui sont en place, qui sont encore un peu pointues. C'est le RAG, dont je pense que tu utilises chez Michelin. Maintenant, la partie technologique va se commoditiser, hein, sans aucun doute. Mais vous allez passer infiniment moins de temps à travailler les contenus de votre site qu'à travailler la raison de visite. Et qu'est-ce que vous lui disiez une fois que vous avez répondu? Le consommateur rentre davantage au cœur du système. Ouais. Merci beaucoup Axel. Et puis de toute façon, je crois que sur les fournisseurs de tech, sur le salon, il y a plein d'exposants, il y a plein d'ateliers pratiques aussi sur lesquels vous pouvez trouver de bonnes idées, mais également ce dont tu viens de nous parler. S'il y a une marque qui veut tenter le coup avec nous, on est preneur. D'accord. Donc make.org et Med.org Fondation. Donc on va passer à un sujet un petit peu plus dans la deep tech, accrochez vos ceintures. Mais on commence par le consommateur. Et le consommateur, là, tu le vois changer. Oui, merci Cécile. Tout d'abord, merci de cette invitation. Je ne suis pas de votre milieu, c'est-à-dire que je ne suis pas du marketing. Donc quand Cécile m'a invité, je me suis un peu posé la question, pourquoi m'invite-t-elle dans cette conférence? Et à la réflexion, je pense que ma place pourrait être parmi vous. Pourquoi? Parce que si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez dans votre entourage familial une personne qui a plus de 75 ans? Si je vous posais la question là, je suis sûr qu'une grande partie, on ne va pas le faire, mais levez la main. Qui connaît une personne de plus de 75 ans dans son entourage? Regardez, énorme. Et en fait, la France vieillit dans une Europe vieillissante. Vous savez que De Gaulle, il faut toujours revenir à De Gaulle. De Gaulle disait en 1946, à la sortie de la guerre, je veux 12 millions de beaux bébés en 10 ans. Pour que la France soit une grande lumière qui ne s'éteigne pas. C'était sa phrase. Il n'a pas réussi son pari. En 9 ans, de 1946 à 1956, 9 millions de bébés sont nés, de beaux bébés. Ces beaux bébés du boom, en 2006, ils sont allés à la retraite. Et en 2021, ils ont passé 75 ans. Ils sont devenus la 4e génération. Aujourd'hui, il y a quelques années, 50 000 personnes par an passaient le cap des 75 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 250 000 par an qui passent le cap des 75 ans. Et on va même vers des centenaires. Aujourd'hui, 20 000 centenaires. Vers 2050, 260 000 centenaires en France. Et Iris Apfel, donc l'icône de la mode, à 102 ans et demi, nous a lâché là au mois de mars dernier. Exactement. Donc il y a de l'espoir. On se trouve face à un défi aujourd'hui de 4 générations qui coexistent. On parle du défi environnemental, etc., qui nous touche tous, mais on a un défi, 4 générations coexistent, des petits-enfants aux arrière-grands-parents. Et dans ces 4 générations, 2 sont à la retraite. 2 sont à la retraite. Et la bonne nouvelle, pour vous, c'est que ce sont les générations les plus riches. Et les retraités ont un pouvoir d'achat supérieur aux actifs en France. Et donc tu parles du consommateur. Du consommateur, bien sûr, du consommateur. Et autre conséquence de cela, c'est que... Alors il y a un impact économique, bien sûr, mais l'impact économique, c'est que l'héritage, aujourd'hui, se fait en moyenne en France à 50 ans. Alors qu'à la sortie de la guerre, il était à 35 ans. Vous voyez l'impact, on rentrait dans la vie, à 35 ans on héritait de ses parents, aujourd'hui on hérite à 50 ans. Donc la tranche des 50 ans et plus, en plus, non seulement est bien dotée et hérite. Sans compter que la France est numéro un des pays de l'OCDE. J'ai une bonne nouvelle pour vous quand on publie les chiffres économiques aujourd'hui. La France est numéro 1 de la longévité à la sortie du marché du travail. 25 ans. Quand les gens sortent du travail, 25 ans de longévité. On a le record avec Israël et le Luxembourg. On est sur le podium. On a le record. On vit 4 ans plus vieux en sortant du travail, à la sortie du travail, que n'importe quel pays en Europe. Donc, la France vieillit. Et en 2035, juste une dernière phrase, en 2035, il y aura plus de décès en France que de naissances. On remplira plus les maisons de retraite que les écoles. C'est triste, mais en fait, les Français préfèrent faire des vieux os que des enfants. Il n'y a pas que les Français en plus, hein, tu vois la décroissance en Asie notamment. La conséquence de cela, de ce vieillissement de la population, dans une Europe qui est vieillissante. L'âge moyen en Europe, l'âge médian en Europe, 43 ans. Aux États-Unis, 39. En Asie, 32.
en Afrique 20. L'Europe est un continent vieillissant. La conséquence, c'est... Ah non, j'ai une question de fond, c'est parce que vous avez tous des parents qui ont plus de 75 ans. Mais la conséquence, c'est que vous vous inquiétez peut-être de comment je vais vieillir. 74% des Français, les 3/4 des Français s'inquiètent sur la problématique de la dépendance et du grand âge les concernant. 74%. Et c'est justifié. Regardez ce slide, il y a une explosion des maladies neurodégénératives. Ça fait la une de la presse, des problèmes de mémoire. Les Échos ont publié la semaine dernière un article qui vient du Lancet Neurologie. Les pathologies neurologiques sont aujourd'hui la principale cause mondiale des problèmes de santé. 43% de la population mondiale est touchée par des troubles neurologiques liés à la vieillesse. 43%. 3,4 milliards de personnes dans le monde sont touchées par cela. En France, vous voyez les mots que je marque, ce sont des mots qu'on n'aime pas prononcer: Alzheimer, Parkinson, Charcot, sclérose en plaques, Huntington, corps de Lewy, sans compter maladies cardiovasculaires, AVC, infarctus, insuffisance cardiaque, des maladies, des pathologies du vieillissement. Sur les premières, en haut, les pathologies neurologiques, il n'y a pas de solution thérapeutique. Aujourd'hui, dans la maladie d'Alzheimer, pas de traitement remboursé par la sécurité sociale. Alors comment ils vont prendre leur décision d'achat, ces consommateurs? Faut leur redonner vie, j'allais dire, leur redonner l'espoir, leur redonner la capacité d'être des acteurs économiques et d'avoir de l'autonomie. Et c'est le but de ce qu'on fait, de ce qu'on essaye de faire dans un nouveau centre de recherche qui a été créé il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Clinatech à Grenoble, qui n'est pas un centre de recherche adossé à un hôpital, c'est un centre de recherche adossé à un centre de recherche technologique du CEA, à Grenoble, où il y a 4500 ingénieurs, chercheurs, spécialistes de photonique, d'optique, d'électronique. Et on travaille dans ce centre de recherche avec des médecins, des ingénieurs, des biologistes. Mais la grande originalité, c'est qu'on travaille sans faire du médicament. On veut traiter ces maladies dont je vous ai parlé pour donner de l'autonomie aux personnes âgées, mais sans médicaments. Donc on travaille avec de la lumière, de l'infrarouge, on travaille avec du froid, des variations de température, on travaille avec de l'électricité. Juste une chose, ce centre a été créé par un professeur, Benabid, qui est l'inventeur au monde, le plus grand inventeur dans les pathologies du cerveau au XXe siècle. Il a inventé la stimulation cérébrale profonde. Il y a des patients parkinsoniens, en mettant 2 électrodes dans le cerveau, près du noyau subthalamique, on envoie un courant à 130 Hz, on arrête les symptômes moteurs de tremblement. Et ça, on arrête donc les symptômes, 300 000 patients opérés dans le monde. Donc après, on s'est dit, c'est l'essor c'est la médecine du futur. Les technologies, la physique va peut-être remplacer la chimie du médicament ou la compléter. Et c'est le but. Alors, je voulais juste t'interrompre une seconde pour justifier aussi le fait que tu sois sur scène. Oui. Tout ce que tu as dit sur le consommateur le justifie amplement. Mais si vous écoutez BFM Business de temps en temps le matin sur Good Morning, vendredi dernier, vous avez peut-être entendu 2 intervenants qui partaient voir Jeff Bezos. Et ces 2 intervenants, c'est des Suisses qui viennent de lever 20 millions. Oui, ils viennent de lever 20 millions, mais ils avaient levé 80 millions avant. Ce sont nos partenaires. Ils utilisent votre technologie en tant que partenaire. Parce que toi, tu ne l'as pas dit, mais tu es un fonds de dotation, c'est-à-dire... Alors, on est un fonds de dotation, c'est-à-dire on collecte des fonds par le mécénat avec des grands groupes de protection sociale, Covea, Clésia, G2R, etc. Et on est aussi centre de recherche, c'est-à-dire qu'on est opérateur de recherche. En recherche publique, notre originalité, c'est qu'on a nos propres projets de recherche qui nous permettent d'être extrêmement agiles, d'embaucher les meilleurs au monde. On est piloté par des profs de médecine australiens, suisses, on a des chercheurs de Singapour, etc. Donc on est extrêmement agile. Donc on a nos propres projets. Donc on est à l'écoute des signaux du corps, des ondes cérébrales. Ça vous rappelle quelque chose? On traite la voix aussi pour détecter des pathologies et on envoie aussi des signaux pour traiter les maladies. Juste avant, par exemple, on tire une fibre optique actuellement. On a des essais cliniques où on tire une fibre optique dans le cerveau pour traiter la maladie de Parkinson. Ici, en 2019, donc il y a 6 ans, ce patient est tétraplégique. Il ne marche pas, il est totalement tétraplégique. Le rêve du professeur Benabid était de le faire remarcher par la pensée. On lui a mis 2 implants cérébraux. Si tu peux lancer la vidéo qui est à gauche. Ces implants cérébraux captent les intentions de mouvement. Parce que vous fassiez le mouvement dans le monde réel ou que vous pensiez à faire le mouvement, ce sont les mêmes signaux. On capte ces signaux, on les décode par une IA très particulière en temps réel et qui agit sur des effecteurs, donc ici un exosquelette. Et le patient, à droite, vous voyez qu'il est capable de remarcher, de piloter un exosquelette corps entier uniquement par la pensée.
Ça, c'était en 2019, publication qui a fait le tour du monde dans le Lancet Neurology. Le souci, c'est que cet exosquelette... Tu peux relancer la vidéo légèrement à droite, là, si tu peux? Ah non, je peux pas. Non, tu peux pas. Bon, c'est pas grave. Mais cet exosquelette fait 100 kilos. Il n'est pas utilisable par une personne à domicile, chez lui, etc. Nous, on veut aller vers des choses utilisables chez les personnes sans fil à domicile. Donc, en 2023, en partenariat avec l'EPFL... Ah non, voilà. On a voulu refaire marcher un patient. Celui-ci est paraplégique. Il était en fauteuil depuis 10 ans. Là encore, avec nos implants posés sur le cerveau, on capte les intentions de mouvement, on les décode par l'IA dans le volume d'un PC portable qui sera demain le volume d'un petit smartphone. Et ces informations décodées vont piloter un implant spinal qui est posé sous la coupure de la moelle épinière, le long de la moelle épinière, et qui active les jambes. Et grâce à cela, eh bien, il y a une opération en début d'année dernière qui a donné lieu à aussi une première mondiale dans Nature. Ce patient, Gert, il s'est sorti de son fauteuil que vous voyez au fond, et là, il explique en marchant comment il contrôle parfaitement sa marche. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a retrouvé une marche naturelle, et il n'a pas à penser qu'il marche. Il n'a pas à le dire « je lève la jambe droite, je lève la jambe gauche ». Il peut chanter une chanson en même temps qu'il marche. Là, il explique comment il marche. Donc là, il a juste un déambulateur. À terme, il aura des béquilles et il n'est absolument pas d'exosquelette. Il marche par la pensée. Donc ça, ce sont des premières mondiales. On a beaucoup d'avance là-dessus parce qu'on a des systèmes sans fil utilisables à domicile. Bientôt, on va faire parler des patients qui sont en locked-in syndrome. On a beaucoup d'applications autour de ces implants cérébraux à visée, j'insiste, purement médicale. Nous, au niveau éthique, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur donner de l'autonomie. Les malades de Parkinson qu'on traite, on leur redonne 20 ans d'autonomie. Et je vais faire une petite anecdote qui est très importante dans le contexte du marché. Un malade de Parkinson, aujourd'hui, grâce à nos implants, grâce à nos technologies infrarouges, on peut leur redonner une vingtaine d'années d'autonomie, pendant lesquels ils peuvent continuer à être des acteurs économiques, à vivre. Et je suis en contact avec France Parkinson, on a au sein de notre conseil d'administration un patient opéré depuis 22 ans de la maladie de Parkinson, qui est encore très en forme, je le salue, Guy Jeannet-Maître. Et il nous expliquait que l'année dernière, il y a eu des pressions pour que les patients parkinsoniens ne puissent plus conduire, n'aient plus le droit de conduire. Il y a une réflexion au niveau de l'État. Et alors là, on parle des patients parkinsoniens, mais ça peut être des patients d'Alzheimer, etc. Et il y a eu une levée de bouclier, mais grâce à nos technologies, grâce aux technologies du futur basées sur ces implants, cette physique, etc., on va pouvoir maintenir l'autonomie. Bon, heureusement, ça n'a pas été accepté. Mais on prolonge la vie et il y aura bientôt une 4e génération qui sera une consommation, une 4e génération, non pas de personnes désespérées qui attendent la mort sans traitement, mais qui sont dans la vie, avec leur famille, avec leurs enfants, et qui seront des consommateurs et qui seront des acteurs économiques importants. Donc je pense que c'est extrêmement important. Il y a des gens qui disent le 4e âge, c'est une menace pour la France, mais ça peut être une formidable opportunité aussi pour tous nos métiers. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce message. Et je suis ravie qu'il soit autant apprécié par la salle et que effectivement c'était un peu un challenge pour toi et moi que tu viennes ici aujourd'hui sur scène. Mais je suis contente que voilà, le message soit passé et qu'on puisse se positionner sur ce type de futur. Donc je passe maintenant à la partie conseil. Et j'aimerais bien qu'en 2 minutes, chacun, vous puissiez nous donner quelques conseils, sachant qu'il y a une conférence après, mais qu'on pourra prendre quelques questions s'il nous reste un petit peu de temps. N'hésitez pas à les envoyer sur le numéro de téléphone. Alexandre, je te laisse un peu nous parler de qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi, les do's et les don'ts. C'est très sympa de me faire passer après Laurent. Mais j'ai essayé de me rattacher en fait à mon univers de pur commerçant, à ce que tu fais. Et une fois de plus, bravo. Il se trouve que on est très transgénérationnel chez Fusalp. Et j'ai pas parlé des enseignements en fait de cette aventure avec la réalité augmentée, mais en fait, il y a un impact générationnel très fort.
C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes étaient attirés par, évidemment, l'outil, cette expérience digitale de façon naturelle, alors que les anciens, c'était évidemment beaucoup plus compliqué. Et finalement, plus on va avancer, et plus il va falloir qu'on s'adapte. C'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est évidemment l'inverse. Donc, moi, simplement, conseil de pur commerçant, hein, voilà, je reviens à mon niveau. Ce que je disais à mes équipes de vente, donc dans les boutiques, au téléphone avec les clients, c'est qu'en fait, pour être bon, il faut être amoureux. Il faut être amoureux. Il faut aimer la marque, il faut aimer les produits, et puis surtout, il faut aimer les gens. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'hyper basique, hein, évidemment, ce que je suis en train de dire, mais on a commis des erreurs dans les recrutements, typiquement. Il faut savoir qu'en France, et je pense probablement dans le monde, lorsque l'on fait les profils psychologiques, hein, des gens, vous avez environ 30% des gens qui ont une base empathique. Seulement 30%. Oui, mais c'est déjà pas mal. Il y a 70% qui n'ont rien. Sur 5 ou 6 typologies, profils psychologiques différents. Non, vous avez d'autres profils, évidemment, hein, ça va de soi. Mais qui ont naturellement cette empathie. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, quand on exerce ce métier de commerçant, évidemment, la base, c'est d'être empathique. Et ensuite, vous avez, ça c'est la nature, et puis vous avez la culture, et puis la façon, en fait, dont vous allez ensuite former et faire grandir ce personnel de vente. Moi, j'appelle ça les vendeurs augmentés aujourd'hui. Et là aussi, erreur qu'on a probablement dans notre industrie tous commise, c'est quoi? C'est en fait la formation. Alors la formation, ce sont des pavés de slides qu'on transmet par email, qu'on essaie ensuite, alors par du présentiel de temps en temps, de faire vivre dans les lieux de vente. Et on a basculé. On a basculé sur quelque chose en fait qui est tout simplement une app avec un avatar. L'avatar étant correspondant évidemment à la personne, au vendeur, hein, tout simplement. Alors, je ne les appelle pas les vendeurs, je les appelle les conseillers, parce qu'en fait je leur dis qu'ils ne sont pas là pour vendre, mais pour conseiller et accompagner les clients. Et en fait ce sont des scénettes. Ce sont des scénettes sur votre téléphone portable de 2 minutes, parce que ça permet d'avoir vraiment l'attention des vendeurs lorsqu'ils ont des temps morts dans la journée. Et les temps morts, malheureusement, ils sont relativement nombreux. Et ça, vous jouez ces scénettes, vous gagnez, c'est très ludique, c'est interactif. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un public de jeunes vendeurs. Ce sont plus, là aussi, il y a un impact générationnel très fort. Il faut pouvoir s'adapter. Et avec une efficacité qui est, en fait, aujourd'hui, qui est redoutable. Voilà. Donc, il faut... La simplification. La simplification, mais aussi... moi, je crois beaucoup aussi dans le caractère ludique des choses, le jeu. Et c'est pour ça que j'ai mis à l'écran aimer le jeu. Je pense que c'est important. Et puis, évidemment, aimer la tech. Et là, il peut y avoir des résistances. On pense aux résistances, évidemment, de nos forces de vente. Mais n'oublions pas, une fois de plus, la résistance, en fait, de nos clients. Et en fait, les clients, à un moment donné, on va les accompagner sur un chemin, voilà, un parcours, mais il y a un timing. C'est comme dans le sport, c'est la même chose. Il y a un timing. Il faut respecter ce timing. C'est important. Merci beaucoup, Alexandre. Ah, il y avait un don't aussi. Ah oui, le don't. Ah ouais, le don't. Et puis le don't, en fait, ça rejoint en fait la question que tu m'avais posée, qui était en fait comment on oublie la transaction. Et ça, c'est une vraie question, je crois. Et là aussi, à mon avis, il faut se tourner aussi sur ce qui se passe dans l'hospitalité. Je trouve que c'est très, très, très intéressant de ce point de vue-là. Et en fait, on a peut-être tendance à se dire, ben voilà, il y a une transaction, et puis Inch'Allah derrière. Bon. Et en fait, je pense que on fait oublier la transaction parce que derrière, on va continuer un suivi. Ce suivi, cette relation. Et on va essayer de toucher, en tout cas dans nos industries et nos industries de la mode, à quelque chose qui est l'intime. Et la sincérité. Et la sincérité. Et quand tu parles de suivi et la relation, ce dont on parlait au tout début, les super apps, c'est hyper efficace pour ça, parce qu'il y a tout un suivi de relation après l'achat avec le vendeur one-to-one. Peut-être que c'est aussi dans le one-to-one, Laurent, un sujet que tu mets au cœur de ton action marketing. Quels sont tes do et don'ts
Alors tout à fait, Cécile, effectivement, je l'ai montré tout à l'heure, enfin on l'a tous parlé, et vous le savez tous, hein, l'IA bien utilisée dans le marketing, ça permet de faire du marketing personnalisé, donc forcément ça engage plus le client, ça le rend plus satisfait, donc, et ça le rend plus confiant envers la marque, et donc forcément c'est du win-win pour tout le monde. Les doux, on les a vus un peu tout à l'heure. C'est d'ailleurs ce qu'évoquait Alexandre juste avant, c'est la conduite du changement et la formation des collaborateurs, parce qu'il faut effectivement bien utiliser l'IA en entreprise, et pour le bien l'utiliser, il faut la comprendre. Et on ne peut pas effectivement faire des projets qu'avec, entre guillemets, des super data scientists qui maîtrisent super bien, on va dire, toute la partie développement de l'IA. Il faut aussi qu'elle soit acceptée, comprise et utilisée par les collaborateurs plus métiers. Donc ça, c'est effectivement un point essentiel. Et donc, en parallèle, surtout, et ça c'est très important, tu l'as évoqué un tout petit peu tout à l'heure, il faut surtout pas avoir, donc ça c'est le Dante, voir l'IA comme un outil qui va remplacer nos collaborateurs, absolument pas. Ce serait la plus grosse erreur, parce qu'en fait on l'a vu nous tout à l'heure, notamment chez PPC Financement, c'est la combinaison des deux intelligences qui fait que on est meilleur, donc l'humaine et l'artificielle. Donc faut vraiment, je vais reprendre un terme très très utilisé, mais c'est vraiment le collaborateur augmenté par l'IA qu'il faut viser, et surtout pas le remplacement de l'un vers l'autre. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, le deuxième doux que j'ai envie de donner, c'est faites attention à la data. Aujourd'hui, l'IA fait beaucoup le buzz. Il y a quelques années, c'est la data. Il ne faut pas oublier que la data, c'est l'huile du moteur de l'IA. Donc si vous avez des données de mauvaise qualité, si vous n'avez pas des projets, on va dire, qui visent à ce que vos data sont de bonne qualité, vous aurez des décisions, des rendus par l'IA qui seront de mauvaise qualité. L'IA, c'est un super algorithme, mais c'est aussi de la bonne data. Donc n'oubliez surtout pas cette partie-là. Et enfin, le dernier Dante, j'aurais tendance à dire, quand on utilise surtout des outils comme l'IA au niveau prédictif, qui va nous aider à prendre des décisions, il faut s'affranchir des idées préconçues qu'on peut avoir, nos fameuses règles à dire d'experts. Elles ne sont pas toujours bonnes. Il faut bien évidemment contrôler ce que sort l'IA, mais il faut aussi lui laisser un petit peu de latitude, et pour nous ouvrir les chakras, tout simplement. Oui, puis quand même, moi je rajouterais, pour avoir un peu utilisé, relisez ce que l'IA vous a dit. Parce que des fois, c'est très joli, comme ça, c'est des phrases magnifiques, mais le contenu, il est pas infondé. Enfin, c'est vraiment... C'est bien bizarre. La combinaison des deux intelligences qui marche. Merci Delphine. Non, pardon. Laurent Hérault, excuse-moi. C'est Delphine qui va conclure. Laurent, tu nous as déjà dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tes doux et tes Dantes? Mon doux, c'est essentiellement penser aux personnes âgées qui représentent aujourd'hui un quart de la population. Parfois, il y a une fracture numérique qui rend difficile l'usage de ces nouvelles technologies. Et donc, au-delà de la génération du troisième âge, le quatrième âge arrive, et ça sera encore plus nécessaire de leur parler de façon très simple. Voilà, donc ils vont représenter un marché de plus en plus important. 33% des Français en 2030 sont âgés de plus de 60 ans. Et donc des Dantes, éviter des interfaces numériques complexes. Parce que parmi vos proches de plus de 75 ans, combien sont agiles sur les technologies numériques ou les interfaces qu'ils manipulent? Bon, je pense pas beaucoup. Hein. La mère de Marilyn, elle est agile. Je passe mon temps à aider mes parents à utiliser leur téléphone mobile, leur tablette, etc. Donc vous êtes tous conscients de la problématique. Voilà. Merci Laurent. Axel. Alors, premièrement, utilisez l'IA, plongez dedans, essayez, surtout si vous en avez peur. On a besoin que ce soit les gens qui ont peur qui l'essayent et pas uniquement les gens qui n'en ont pas peur. Parce que c'est comme ça qu'on va aller dans la bonne direction. Donc, essayez, avancez. Moi, je pense que cette idée de conversationnel est très importante. C'est-à-dire, imaginez que la totalité de votre site devienne conversationnel. Ça veut dire que toute l'énergie que vous mettez aujourd'hui à essayer de construire des bonnes pages, des trucs, vous les mettez à la poubelle. Ça, c'est géré par l'IA. Et vous posez à ce moment-là la vraie et seule question. C'est une fois que j'ai délivré ce que la personne venait voir, qu'est-ce que j'en fais ? Et cette logique conversationnelle, en fait, on n'a pas les règles, on n'a pas les mots, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être que la vente peut nous apprendre beaucoup, parce qu'en fait, c'est l'histoire de comment on engage la conversation à la caisse pour faire oublier l'acte transactionnel. C'est un métier complètement nouveau qui va absolument tout changer, et ça va tout changer aussi pour les personnes âgées, hein, parce que l'interface voix va complètement changer. Là, on est bientôt capable, on est déjà capable de remplir des CERFA
sous forme d'une conversation guidée à la bonne vitesse, comme il faut. Donc allez-y. Quand vous le faites, essayez de ne pas maintenir plusieurs systèmes, vous expérimentez, mais assez vite, il faut plonger dans l'eau froide. Et puis dans cette logique conversationnelle, c'est une version N+1 d'être client-centric en fait. Hein. On pense que le marketing, c'est de savoir ce que veulent les clients. Bah, moi, je postule quelque chose, alors ça c'est vraiment intuité, et vous en ferez ce que vous voulez. Le marketing, c'est pas de comprendre ce que veulent les clients, c'est de comprendre ce qu'ils veulent pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec eux une fois qu'on leur a donné ce qu'ils veulent? Ah, on va retenir cette idée, hein. Comprendre ce qu'ils veulent pas. Merci Delphine. Vous l'avez compris, la technologie est un outil, l'humain est au cœur de tout ce que l'on fait. Chez Michelin, on a une stratégie qui est construite autour de 3 piliers très forts qui sont People, Profit et Planète. Et les uns ne vont pas sans les autres, l'un ne va pas sans l'autre. Et on a cette démarche tout durable qui vraiment s'ancre autour de ces 3 piliers. Et la stratégie IA qu'on met en œuvre, elle se base aussi sur ces 3 piliers. C'est en quoi elle peut améliorer notre performance, mais en quoi elle se fait au service de l'humain, avec de l'humain, tout en étant durable et efficace pour la planète, et bienveillante pour la planète. Deuxième conseil, c'est évidemment l'innovation, on en a beaucoup parlé. Alors, on peut commencer petit, et on le fait beaucoup avec des POC. On peut commencer aussi, pour intégrer les équipes, un bon conseil pour moi, c'est de mettre en place des hackathons. Les hackathons, c'est un super moyen de stimuler la créativité, de permettre aux équipes de s'approprier des outils, de tester, de leur donner du temps collectivement pour déployer de nouvelles façons de faire et pour proposer et s'approprier les sujets. Donc, commencer petit, tester, mais voir grand, être ambitieux dans les projets, ce serait aussi un de mes conseils. Merci beaucoup pour tous ces conseils très avertis. Alors, c'est vrai que on a aussi interrogé vous, l'audience, vous qui êtes là, pour donner aussi quelques avis. Et il se trouve que vous avez aussi noté qu'il y avait une révolution dans le marketing digital et beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années et qui continuent, et notamment grâce à l'utilisation des techniques. Mais il ne faut pas effectivement que la technique soit une fin en soi. Donc, encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Ce que je vous propose, c'est de compléter votre information en allant voir la librairie et en consultant tous ces ouvrages, en continuant à regarder ce qui se passe dans les autres ateliers et auprès des exposants, en venant cet après-midi à 15h15 parce qu'on parlera de la transformation 4.0 avec LVMH, Natexis, Sodexo et Carrefour. Donc comment eux, ils ont intégré l'IA notamment dans leurs équipes ou comment ils s'y préparent. Et pour le moment, je vous demande un tonnerre d'applaudissements sur nos 5 speakers qui nous ont beaucoup inspirés et beaucoup partagé.